Je me tiens au bord du cratère, le vent sec de notre colonie isolée fouettant mon visage. Sous mes pieds, la croûte rougeâtre de la planète Irak 7 s'effrite légèrement, et je sens la vibration sourde qui monte des profondeurs, comme un murmure ancien que seuls quelques-uns d'entre nous peuvent encore entendre. Ils appellent cela le chant des origines, une croyance primitive que les anciens colons ont ramenée de la Terre, il y a des siècles, avant que notre monde ne soit coupé de toute communication avec la Fédération Galactique. Moi, Julietis, je suis l'un des rares à y prêter foi, même si les autres rient et parlent de superstition. Mais ce que j'ai vu ou plutôt ressenti ces derniers jours me pousse à croire que nous sommes à l'aube de quelque chose de plus grand, peut-être même de terrifiant. Hier, alors que je calibrissais les capteurs géothermiques près des ruines de l'ancien dôme, un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas le froid mordant des nuits des Irak 7, ni la fatigue d'une journée de travail sous un ciel sans étoiles, masqué par des nuages d'oxyde. Non, c'était autre chose, une pulsation qui semblait naître du sol lui-même, comme si la planète voulait me parler. J'ai posé ma main gantée sur la roche, et là, j'ai perçu un motif, une sorte de rythme quantique, une oscillation qui n'avait rien de naturel. J'ai passé des heures à vérifier les données, mais les instruments n'ont rien capté. Rien de mesurable, du moins. Pourtant, je sais ce que j'ai ressenti. Et ce n'était pas la première fois. Les croyances primitives de nos ancêtres parlent d'un éveil, d'un moment où la planète elle-même se révélerait comme une entité consciente, un esprit enfoui sous des couches de magma et de fer. On raconte que les premiers colons, lorsqu'ils ont atterri ici après avoir fui les guerres corporatistes, ont entendu des voix dans leurs rêves, des chuchotements qui leur enseignaient comment survivre dans cet environnement hostile. Ils ont construit des hôtels de pierre près des geysers de vapeur, et certains, dit-on, ont vu des visions dans les volutes de gaz toxiques. Aujourd'hui, ces histoires sont reléguées au rang de contes pour effrayer les enfants ou divertir les anciens lors des longues nuits. Mais moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une vérité cachée derrière ces légendes. Notre colonie, perdue aux confins du bras spiral d'Andrali, est un îlot de vie dans un désert de néant. Nous sommes moins de 3000, entassés dans des dômes usés, luttant pour maintenir les systèmes de recyclage d'air et les fermes hydroponiques. Le dernier vaisseau de ravitaillement est passé il y a 37 cycles, et depuis, le silence radio est total. Certains disent que la Fédération nous a oubliés, d'autres qu'une nouvelle guerre a ravagé les systèmes centraux. Peu importe. Ici, nous survivons, et parfois, nous mourrons. Mais nous ne nous laissons pas abattre. Pas encore. Ce matin, j'ai décidé de retourner aux ruines, malgré les avertissements de la chef de secteur, Maralin. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués, creusés par des années de responsabilité, et m'a dit, « Julietis, tu perds ton temps. Ces vieilles pierres ne sont que des reliques d'un passé révolu. Nous avons besoin de toi ici, pour réparer les conduits. » J'ai hoché la tête, comme si j'acquiesçais, mais je savais que je n'obéirais pas. Quelque chose me pousse à aller là-bas, une force que je ne peux ignorer. Peut-être est-ce de la folie, ou peut-être est-ce l'intuition d'un secret qui attend d'être déterré. Les ruines se dressent à une demi-journée de marche, près d'une plaine fissurée où des vents chargés de particules abrasives sculptent d'étranges formes dans la pierre. Lorsque j'arrive, le soleil double des Irak 7 est à son zénith, projetant des ombres jumelles sur le sol. Les hôtels sont toujours là, noircis par le temps, leurs inscriptions à moitié effacées. Je m'agenouille près de l'un d'eux, un disque de basalte gravé de spirales étranges, et je pose mes mains dessus. La pulsation revient, plus forte cette fois, comme un battement de cœur qui traverse les âges. Mon esprit vacille, et pendant un instant, je crois voir des images des formes indistinctes, des lumières dansantes, et une voix qui murmure dans une langue oubliée. Je sursaute en entendant un craquement derrière moi. C'est Kaelvor, un technicien de maintenance qui m'a suivi, sans doute sur ordre de Maralin pour me surveiller. Il porte un masque filtrant, mais je peux deviner son froncement de sourcils à travers la visière. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, Julietis » grogne-t-il. « Tu sais que ces endroits sont maudits. Les anciens disaient que ceux qui s'y attardaient trop longtemps perdaient la raison. » Je me relève, ignorant sa remarque. « Et si les anciens avaient raison, dis-je, la voix tremblante d'excitation. » Il secoue la tête, mais je vois une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Il sent peut-être lui aussi quelque chose, même s'il refuse de l'admettre. Nous passons le reste de la journée à explorer les lieux. Kaelvor reste à distance, marmonnant des insultes contre ma quête futile, mais je remarque qu'il ne s'éloigne jamais trop. Vers le crépuscule, alors que les deux soleils plongent sous l'horizon, je découvre une fissure dans le sol, à peine visible sous une couche de poussière.
Elle n'était pas là lors de ma dernière visite, j'en suis certain. En m'approchant, je constate qu'elle descend en pente douce, formant un tunnel étroit. La pulsation est plus forte ici, presque assourdissante dans mon esprit. Je me retourne vers Kael'vor. « Viens avec moi, dis-je. » Il hésite, puis hausse les épaules. « Si tu te fais tuer là-dedans, je ne veux pas avoir à expliquer ça à Maralin. » Nous nous engageons dans le tunnel, nos lampes frontales projetant des faisceaux tremblants sur les parois irrégulières. L'air est lourd, chargé d'une humidité inhabituelle pour Irak 7, et je sens des gouttelettes se former sur mon visage. Plus nous descendons, plus la pulsation s'intensifie, et bientôt, elle semble résonner avec quelque chose en moi, comme si mon propre cœur battait à son rythme. Kael'vor, lui, transpire abondamment, et je l'entends murmurer des prières qu'il a dû apprendre enfant, des incantations tirées des croyances primitives de nos ancêtres. Je ne sais pas si c'est la peur ou autre chose, mais il tremble. Après ce qui semble une éternité, le tunnel s'ouvre sur une caverne immense, baignée d'une lumière verdâtre qui ne vient d'aucune source visible. Au centre, une structure étrange se dresse, un amas de cristaux pulsants, comme s'ils étaient vivants. Chaque éclat de lumière qui en émane semble porter un motif, un langage que je ne comprends pas mais que je ressens au plus profond de moi. La mystique quantique, un concept que j'ai lu dans les archives numériques de la colonie, me revient à l'esprit. Et si ces cristaux étaient des nœuds d'information, des points de convergence où la réalité elle-même se plie aux lois de l'incertitude? Et si Irak 7 n'était pas seulement une planète, mais un réceptacle pour quelque chose de plus vaste, une conscience enfouie dans les replis de l'espace-temps? Kael'vor recule, les yeux écarquillés. On ne devrait pas être ici, Juliettis. Cet endroit, il n'est pas naturel. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je m'approche des cristaux, et à l'instant où ma main effleure leur surface glacée, une décharge traverse mon corps. Des visions explosent dans mon esprit, des océans de données, des mondes qui s'effondrent et renaissent, des entités immatérielles qui dansent entre les dimensions. Je comprends alors que les croyances primitives de nos ancêtres n'étaient pas des mythes, mais des fragments de vérité, des échos d'un savoir ancien que nous avons oublié. Je tombe à genoux, le souffle court, tandis que Kael'vor crie quelque chose que je n'entends pas. La caverne tremble, des fragments de roche se détachent du plafond. La pulsation est maintenant un rugissement, et je sais que nous avons réveillé quelque chose. Est-ce l'éveil dont parlent les légendes? Est-ce une catastrophe que nous ne pouvons empêcher? Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je saisis Kael'vor par le bras et nous courons vers la sortie, pursués par un grondement qui semble venir des entrailles même de la planète. De retour à la surface, nous nous effondrons, hors d'haleine, alors qu'un geyser de lumière jaillit de la fissure derrière nous. Les deux soleils sont couchés, mais le ciel s'illumine d'une aurore étrange, comme si Irak 7 elle-même proclamait son réveil. Je ne sais pas ce que cela signifie pour notre colonie isolée, ni si nous survivrons à ce qui vient. Mais une chose est sûre, les croyances primitives ne sont plus des histoires du passé. Elles sont notre présent, notre avenir, et peut-être, notre fin. Je relève la tête, le cœur battant à tout rompre, tandis que l'aurore artificielle peint des reflets d'argent sur le visage crispé de Kael'vor. Ses yeux, d'ordinaire si calmes, brillent d'une peur que je n'ai jamais vue chez lui. « Juliettis, qu'est-ce que c'était » murmure-t-il, sa voix tremblante se perdant dans le vent chargé de poussière. Je ne réponds pas tout de suite, mes pensées embrouillées par le chaos qui gronde encore sous nos pieds. La fissure derrière nous continue de cracher des éclairs de lumière, comme si la planète elle-même cherchait à nous parler dans un langage oublié. Je l'ignore, Kael'vor, dis-je enfin, ma gorge sèche. Mais les anciens textes de la colonie mentionnaient un gardien enfoui dans les profondeurs des Irak 7, une entité ou une machine laissée par les précurseurs. Si c'est ça, nous venons de briser un sceau que nous n'aurions jamais dû toucher. Je me redresse, scrutant l'horizon où les silhouettes des dômes de notre colonie percent la pénombre. Nous sommes à des kilomètres de tout secours, et les communicateurs longue portée sont restés dans la caverne, probablement réduits en poussière. Kael'vor se passe une main sur le visage, laissant une traînée de sueur et de terre. « Alors, que faisons-nous » demande-t-il, sa voix plus ferme, comme s'il reprenait contenance. Je pointe du doigt la direction de la colonie. Nous devons alerter les autres. Si cette chose ou quoi qu'elle soit continue de s'éveiller, personne ne sera en sécurité. Un nouveau grondement fait vibrer le sol sous nos pieds, et je sens une vague de chaleur monter de la fissure. Une odeur âcre, métallique, envahit l'air, me rappelant les récits d'éruptions tectoniques dans les archives. Mais ceci n'a rien de naturel. C'est intentionnel, dirigé.
Sans un mot de plus, nous reprenons notre course, trébuchant sur les roches déchiquetées du plateau. Chaque pas me rapproche de l'idée terrifiante que notre petite colonie, déjà fragile face aux tempêtes de sable des Irak 7, pourrait ne pas survivre à ce que nous avons libéré. Julie Etis, mon propre nom, résonne dans mon esprit comme un écho de responsabilité. C'est moi qui ai insisté pour explorer ces cavernes, moi qui ai ignoré les avertissements des anciens. Si un désastre nous frappe, ce sera ma faute. Mais je n'ai pas le luxe de m'apitoyer. Pas maintenant. La colonie doit être avertie, et vite.